Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Petite nouveauté, j'ai investi dans un micro, j'ai acheté un micro Rode Vidéo Go, je sais plus quoi, enfin un micro qui est pas mal. J'espère qu'au niveau des réglages ça ira et que t'entendras bien. Si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Maud, j'ai 24 ans, je suis une ancienne étudiante d'un master en commerce international, j'ai fait une licence LEA avant et aujourd'hui je travaille en tant qu'assistante marketing, assistante chef de produit et je partage principalement mes conseils sur la vie étudiante, sur les études, sur des conseils pour s'organiser, pour mieux travailler, pour réussir, etc. Et aujourd'hui je voulais te parler plus précisément de la recherche d'emploi parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, c'est une étape extrêmement importante dans la vie d'un jeune diplômé et en plus avec le contexte là des dernières années ça a été complexifié. C'est vrai que moi j'ai cherché du travail juste après la première vague de Covid, donc en septembre 2020 quand j'ai été diplômée et c'était vraiment l'horreur. Je crois que je t'en avais déjà parlé dans une ou deux vidéos que je te mettrai dans le petit ici, mais ça a été vraiment très compliqué à tel point que parce que c'était très douloureux aussi et parce que il y avait très peu d'offres, j'ai préféré changer complètement d'horizon et j'ai fait un service civique. Je te mettrai la vidéo sur ce sujet là-haut aussi. Et en fait on a été beaucoup dans ce cas à se retrouver avec très peu d'offres et c'est pour ça que dans cette vidéo je voudrais aborder 5 erreurs à ne pas faire dans la recherche d'emploi. La première erreur qui est faite très souvent et que moi j'ai fait aussi quand je faisais la recherche de stage je pense, c'était de vouloir tout dire dans le CV. Un CV ça doit pas faire plus d'une page, ça doit pas non plus être quelque chose d'extrêmement dense parce que sinon le recruteur ne prendra de toute façon pas le temps pour le lire, mais en plus ce sera pas forcément pertinent à lire pour lui. Ce qui est hyper important, c'est de synthétiser et de retranscrire en fait l'essentiel dans son CV. Pour ça, il faut sélectionner avec justesse les éléments qu'on va mettre dans son CV, faire attention à ne pas dire trop de choses ou pas assez de choses. C'est vraiment un numéro d'équilibriste à savoir ce qu'on doit mettre, qui doit être intéressant, qui va être regardé ou ce qui n'est pas forcément pertinent, mais par contre qu'on peut dire soit dans la lettre de motivation, soit qu'on peut garder pour l'échange, l'entretien qu'on va avoir en physique ou au téléphone avec le recruteur. Il faut pas oublier aussi que bien souvent, et c'est évidemment selon la taille de l'entreprise à laquelle on postule, mais souvent le CV va être lu en premier par un recruteur, quelqu'un dans un poste de recrutement qui n'a pas forcément toutes les clés pour comprendre avec des mots techniques ce que vous êtes en train de raconter dans votre CV. Par exemple, tu as fait tes stages dans des domaines hyper techniques avec beaucoup de vocabulaire pointu, des applications hyper pointues, etc. C'est évidemment intéressant et pertinent de les mettre dans ton CV, mais il faut aussi que le CV soit compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas du métier, et même si les recruteurs, je pense, sont formés pour en tout cas la fiche de poste a été faite en lien avec le service qui recrute, forcément la première personne qui va lire le CV n'est pas forcément au courant de tout ce que contient ce poste là. Par exemple, parmi les diplômes que tu vas mettre, ou en tout cas les formations académiques que tu as fait, si tu as mon âge, ou si tu as, allez, mettons plus de 22 ans, que tu es en master ou que tu es donc en recherche d'emploi, le brevet déjà ne sert plus à rien du tout le monde s'en fiche, et le bac n'est pas forcément très utile, sauf si tu avais fait une option spéciale, si ça explique un choix aussi de carrière, s'il y a des choses qui sont intéressantes en fait dans ton parcours, parce que tu as un parcours un peu atypique. Pareil dans les autres diplômes, si tu as fait 5 ans de fac comme moi, tu as certainement eu un DUC, puis une licence, puis une maîtrise, puis un master, donc ça fait 4 diplômes en tout en 5 ans, et ça sert à rien de les mettre tous sur le papier. Je pense que ce qui est important c'est surtout la licence et le master, sauf si t'as fait une maîtrise, donc un M1 qui est différent de ton M2, dans ce cas là ça peut valoir le coup de le mettre. Évidemment si t'as fait une prépa puis une troisième année, je sais pas, à la fac, et qu'ensuite t'es entré en école pour ton master, là il faut bien séparer et mettre chaque diplôme, en tout cas chaque école que t'as fait, parce que c'est différent à chaque fois. Moi j'ai fait une licence LEA et j'ai obtenu le DUC forcément au bout de 2 ans, après j'ai fait une maîtrise de commerce international et le master 2 de commerce international, donc en fait j'ai eu 2 vrais diplômes, ces 2 là je les mentionne sur mon CV. Pareil pour les compétences, ça sert à rien de toutes les mentionner, il faut plutôt les sélectionner avec justesse sur ce qui correspond, ce qui colle au poste auquel tu vas postuler, ce qui colle à l'entreprise. Tu peux te faire à côté un espèce de brouillon avec une liste de toutes les compétences qui te correspondent toi, selon tes expériences, selon tes formations, selon ta personnalité, et parmi ces compétences-là, ce vivier de compétences-là, tu pioches dedans quelques-unes, 3-4 à mettre dans ton CV. Si par exemple il te manque de la place, que tu trouves que c'est trop fouillis, qu'il y a trop d'éléments, etc., les voyages sont peut-être pas très importants, les niveaux de langue assez bas, par exemple le A1, etc., c'est pas forcément très utile, sauf si le poste met en avant une certaine curiosité ou une ouverture d'esprit, etc., auquel cas ça peut être pertinent de dire que t'as quand même des notions, des bases dans quelques autres langues. En fait, il faut savoir juger ce qui fera la différence ou ce qui ne fera pas la différence
références et c'est pour ça que c'est super important cette première phase où tu vas vraiment trier toutes les informations. Faut pas rester trop figé sur un truc très classique en fait où tu mets tout ce que t'as et puis ça passera. En fait aujourd'hui c'est plus le cas, il faut savoir jauger en fait la pertinence des informations et on en vient à la deuxième erreur la plus fréquente aussi, c'est le fait de ne pas adapter son CV au poste ou à l'entreprise. Ça c'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à comprendre. Quand on postule à une offre, on veut être pris, on veut avoir au moins une chance de parler à quelqu'un pour un entretien et c'est pour ça que c'est une grossière erreur de ne pas adapter son CV à l'offre. Quand tu vois une offre qui te plaît, première chose à faire c'est de noter en fait tous les mots-clés et d'aller chercher dans ton CV à toi, dans tes expériences à toi, ce qui colle, faire des liens entre ce qui est dit et ce que toi tu sais, ce que tu as, etc. Ça peut être le cas pour les compétences, pour les logiciels, pour les expériences, pour les formations que tu as pu faire, trouver des liens en fait. Et à partir de ça, il y a des expériences, des formations, des compétences, des certifications, peu importe, qui ne vont pas coller tout simplement, qui ne vont pas forcément être utiles. Je pense par exemple à certains petits jobs d'été que tu as pu faire ou des jobs à l'année étudiant ou alors certaines expériences de stage qui n'ont pas forcément de lien avec ce à quoi tu postules aujourd'hui, des compétences humaines qui sont très importantes pour toi mais qui ne sont pas forcément pertinentes pour l'entreprise à laquelle tu postules. C'est aussi une histoire de remonter les informations dans le CV, faire en sorte que les informations les plus pertinentes, celles qui peuvent faire la différence pour toi et qui peuvent jouer en ta faveur, soient en premier. Et ça c'est valable donc de manière générale de faire remonter les informations mais aussi à l'intérieur de chaque partie de mettre en premier les informations les plus pertinentes parce que le recruteur, il y a une étude je crois qui disait qu'en gros un recruteur passait un peu moins de 30 secondes sur chaque CV, donc clairement il faut se dire qu'il ne lira pas tout et il faut avoir des titres accrocheurs. C'est un peu comme les vidéos putaclic sur YouTube, il faut savoir accrocher le regard avec des mots-clés, avec des phrases intéressantes, pas chercher à rendre le truc super joli, esthétique. Oui c'est bien un CV qui est joli etc, mais ce qui est vraiment important c'est ce qu'on met dedans. Et par exemple dans le listing de ta formation, je sais pas, par exemple t'es comme moi, t'as obtenu ton master, t'as fait différents cours etc, c'est bien de donner du détail sur les typologies de cours que tu as eu. Il faut essayer de donner des titres qui sont pas forcément les titres qu'on t'a donné quand t'étais en cours mais plutôt des choses qui sont concrètes. Il faut aussi parler par exemple des projets que tu as menés, pas forcément uniquement des cours mais des projets, de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat, des projets digitaux etc, enfin tout ce que t'as pu faire qui peut être utile en fait pour le recruteur de voir comment t'as travaillé. Et si par exemple tu dois lister que t'as fait de la compta, du marketing, de la com, du digital, de la logistique, peu importe, enfin ça c'était mon cas. En fait selon le poste auquel tu postules et les missions qui sont dans le poste, ces matières-là, tu vas les moduler pour que la première soit celle qui colle le plus avec le poste en question parmi toutes celles que tu as faites. Donc si, par exemple, comme moi, tu as postulé à un poste de, je sais pas moi, d'assistante chef de produit, c'est clair que en fait, le truc le plus important, c'est le marketing produit, marketing digital, un peu de communication, et peut-être par exemple que la logistique ou la comptabilité, c'est moins important, même si en réalité, je fais un peu de tout ça au quotidien, mais ça reste moins important parce que c'est pas le cœur de métier de ce métier-là en fait. Alors certes, tout ce travail-là, ça prend beaucoup plus de temps que d'avoir un CV basique que tu envoies et que tu distribues à droite à gauche. Ça peut aussi être une stratégie, mais ça risque d'être moins payant. Et moi, je me dis que quitte à passer du temps sur mes candidatures, autant qu'elles soient bien faites. Et de toute façon, vu la quantité qu'il y avait à l'époque, je risquais pas grand chose à passer du temps sur mes candidatures, donc c'est ce que j'ai fait. En général, ça permet d'avoir plus de résultats et de taper plus dans l'œil du recruteur, ou en tout cas d'attirer peut-être plus le robot qui peut lire tes candidatures. Dans certaines grosses boîtes, c'est c'est trié automatiquement d'abord. Si parmi ce que tu dis dans ton CV, il y a du verbatim qui correspond à l'entreprise, ou en tout cas qu'elle a, elle a mis des espèces de petits espions sur quelques mots de vocabulaire qui correspondent à la fiche de poste, et ben dans ce cas-là, si toi tu les as dans ton CV, ça fait un match et c'est tout à ton avantage. Troisième grossière erreur, tout miser sur la forme, tout jouer sur la forme. Je te disais tout à l'heure que ce qui était le plus important, c'était le fond et pas forcément la forme. Évidemment que la forme est intéressante, que la forme est pertinente, parce qu'un CV qui est tout en noir et blanc, ou c'est on dirait une feuille Word, c'est indigeste, clairement, c'est pas spécialement beau à voir. On ne sait pas où trouver les informations non plus parce qu'on va être tenté de lire tout d'une traite et donc généralement le recruteur va s'arrêter en haut et c'est pas forcément à ton avantage. Moi j'aime bien l'idée d'avoir des blocs, comme ça la personne voit les titres des blocs et peut aller voir ce qui l'intéresse. Peut-être qu'elle est plus intéressée par tes compétences sur des logiciels que tes compétences humaines, peut-être que ta formation elle s'en fiche, mais par contre tes expériences, ça l'intéresse. Et si tu mets donc des espèces de petits blocs, par exemple 2 blocs à gauche, 2 blocs à droite et un énorme bloc au milieu, ça va lui permettre
fenêtre avec les titres de retrouver les informations qui l'intéressent pour ce post. Après, si tu es présent sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, tu as dû voir depuis là 2-3 ans, on voit beaucoup de CV très originaux fleurir. C'est quelque chose qui, je pense, est beaucoup utilisé dans les domaines du market, de la com, de la pub, parce que le sujet s'y prête en fait finalement, parce que quand tu fais du marketing, tu essayes de vendre quelque chose, donc quoi de mieux que de se vendre soi, le CV c'est vraiment ça. Moi je suis pas spécialement partisane d'un CV très original, déjà je me sentirais pas suffisamment à l'aise pour... Bon, ceci dit, je fais des vidéos, donc je sais pas à quel point je me sentirais pas à l'aise de faire un CV original sur LinkedIn, mais bref, c'est une autre histoire. Là, franchement, si tu le sens, fais-le, parce que ça peut te permettre de rentrer plus dans le concret de la fiche de poste, de vraiment t'imprégner du poste en question dont on te parle, d'aller faire tes recherches sur l'entreprise, etc. Donc ça peut aussi te donner plus de chances d'obtenir le poste derrière, mais ça veut pas dire qu'il faut miser uniquement sur ça, et généralement un bon CV, c'est aussi un CV dont le fond est intéressant, c'est-à-dire que si ton CV a une super charte graphique, qu'il est vraiment très beau, que c'est un pur bijou, mais qu'à l'intérieur il y a des fautes d'orthographe, c'est pas clair, c'est pas précis, c'est brouillon, il y a trop d'informations, pas assez d'informations, au final c'est un peu une coquille vide en fait si tu veux, et c'est pas non plus ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant c'est quand il y a une espèce de concordance entre le fond et la forme, enfin c'est comme dans tous les projets qu'on fait, si t'as fait un joli dossier mais qu'à l'intérieur il n'y a rien dedans, c'est pas intéressant. Donc ce que je te conseille c'est d'abord de te focaliser sur le fond, sur les informations que tu mets, et ensuite si t'as le temps, l'envie, l'énergie de faire en sorte de rendre ça joli, de rendre ça esthétique, de rendre ça voilà, de façon à ce que ça attire l'œil, et dans ce cas là fais-le, mais ça doit pas être une priorité et ça doit pas être la seule chose que tu fais. Sur la forme, je te conseille aussi de faire lire et relire ton CV par différentes personnes, des personnes qui te connaissent, d'autres qui ne te connaissent pas forcément ou beaucoup moins, parce que elles vont pas forcément avoir besoin des mêmes informations pour comprendre ce que tu fais en fait dans la vie et ce pourquoi tu postules. Elles vont tout simplement aussi pouvoir t'aider à corriger les fautes d'orthographe ou à mettre en avant certaines informations par rapport à d'autres, et c'est toujours important de faire vérifier ce qu'on dit. Ça te permet un peu de gagner des points aussi si on te corrige tes fautes ou qu'on te dit voilà c'est pas forcément hyper pertinent, j'aurais plutôt mis ce bloc là en amont, etc. Quatrième erreur que l'on fait souvent, que j'ai fait aussi, c'est de ne pas préciser les missions, les compétences acquises ou tous les projets que tu as fait. Quelque chose que je trouve assez intéressant quand tu décris par exemple tes expériences, c'est de donner le maximum de détails avec le moins de mots possible. Pour ça il y a plusieurs techniques. La première c'est d'utiliser déjà des verbes d'action, surtout quand on arrive là dans ce stade où voilà on est en master, on a commencé à avoir des responsabilités pendant nos stages ou peut-être pendant d'autres expériences à côté, des CDD, etc. Faut éviter en fait de mettre en avant le fait qu'on était que stagiaire, et il faut plutôt tourner ça de manière à montrer ce qu'on a fait réellement, c'est-à-dire t'as pris des responsabilités, certes tu as participé à, mais tu as aussi fait des choses seule, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, donc des verbes d'action qui montrent vraiment ce que tu as fait. En fait si tu veux mettre concrètement toutes les missions que tu as réalisées avec des verbes d'action en donnant le maximum de détails possible, c'est vraiment quelque chose qui va jouer en ta faveur, parce que pour le coup c'est très précis et ça permet au recruteur de voir exactement ce que tu as fait. En plus de ça, moi j'ajouterais personnellement une petite catégorie en dessous sur une ligne de 2-3 compétences que ça t'a permis de développer, que cette expérience t'a permis de développer. Et la cinquième erreur, et pas des moindres, c'est de ne pas miser sur les candidatures spontanées. C'est quelque chose que j'ai complètement laissé de côté pendant bien longtemps parce que je savais pas spécialement comment me vendre, et c'est quand même fou pour quelqu'un qui a fait du marketing, mais j'avais pas suffisamment confiance pour me dire voilà je peux apporter ça à l'entreprise, c'est moi dont ils ont besoin, et en fait je trouve ça assez compliqué à faire. J'en ai fait quand même finalement, je me suis mis un coup de pied aux fesses et j'ai fini par faire des candidatures spontanées. Et quand on est en recherche d'emploi, que ça patauge un peu comme ça a pu être mon cas, il faut vraiment se lancer dans les candidatures spontanées. C'est pas grave si ça marche pas, c'est pas grave si c'est pas forcément les bonnes dès le début, enfin si ça donne pas grand chose. C'est vrai que la recherche d'emploi c'est vraiment pas quelque chose de facile, je t'avais fait quelques vidéos aussi que je te mettrai dans le petit sur ce sujet là parce que j'ai été en plein dedans pendant un peu plus d'1 an, même si j'ai fait un service civique entre temps, et d'ailleurs on est beaucoup de ma promo à avoir été dans ce cas là aussi, beaucoup de gens qui ont trouvé quelque chose puis qui sont partis ou pour qui ça s'est terminé, qui ont retrouvé autre chose, etc. Enfin voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'état du jeune diplômé, et c'est pas forcément une période agréable ni pour la confiance en soi ni pour les finances, qu'on se le dise, mais voilà, on peut essayer de faire en sorte que ça se passe mieux, et c'est aussi le moment où on va pouvoir faire un bilan
confiance sur soi. Moi j'ai remarqué qu'en faisant mes candidatures comme ça, bah en fait je passais beaucoup de temps à réfléchir à moi-même, à ce dont j'étais vraiment capable, à ce que j'avais apprécié pendant mes stages, à ce que j'avais apprécié pendant mes expériences autres, ce que j'aimerais vraiment faire, parce qu'en fait t'es obligé de mettre des mots sur ce que tu ressens et de faire du tri aussi dans les offres, parce que même si on est en recherche d'emploi, que ça fait des mois et des mois, on va pas accepter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui c'est plus ça, aujourd'hui on vit, enfin les gens de ma génération ne vivent plus pour travailler, c'est pas la seule chose dont on rêve. Et j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite surtout pas à poser des questions si tu en as sur la recherche d'emploi ou sur autre chose. Je croise les doigts pour toi, j'espère que ça va bien se passer, que tu vas réussir à trouver quelque chose qui te plaît. Si jamais tu ne suis pas encore ma chaîne, tu peux t'abonner avec le lien juste en dessous et aimer cette vidéo, ça me ferait très plaisir aussi. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!